Mes chers camarades, bien le bonjour. On est là aujourd'hui pour partager un bon moment. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, mais on a fait une série de streams sur le jeu Twin Mirror qui a été développé par le studio Dontnod. Bah voilà, on a conservé des bonnes relations avec Dontnod et ils m'ont contacté il y a pas très longtemps pour la sortie de leur jeu Gerda Flame in Winter. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu narratif comme sait le faire Dontnod et ça prend vraiment tout son sel dans l'histoire, la vraie histoire avec la Seconde Guerre mondiale puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc on va jouer pendant une petite heure, découvrir ensemble le jeu, voir comment tout ça s'organise, kiffer un peu. Je vais vous donner quelques informations sur le Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale et puis on recevra du coup Émilie qui va nous rejoindre, qui bosse chez Dontnod et qui va nous parler un petit peu du développement de ce jeu, de comment ça s'est passé. Voilà, comme ça vous permettra aussi d'en savoir un petit peu plus sur le background des jeux vidéo, comment est fait un jeu vidéo, comment on bosse sur un jeu historique et quelle est la spécificité de ce type de jeu. Voilà, on va commencer l'histoire donc pour reconstituer un petit peu quand même le contexte de tout ça. Donc le Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? En gros, à partir de 1939, on a le Danemark qui va signer un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Voilà, parce que en plus l'Allemagne n'a pas beaucoup d'intérêt à aller envahir le Danemark, qui sont les voisins d'à côté. Il n'y a pas grand chose chez eux. À la rigueur, ça peut être une plateforme intéressante pour aller ensuite envahir la Norvège qui, elle, bénéficie de ressources beaucoup plus importantes. Donc, 39, pacte de non-agression. Et puis, finalement, en 1940, il y a quand même une invasion qui se fait du Danemark, pour le coup, par les forces allemandes. Alors, le Danemark résiste pas tant que ça, puisque il doit y avoir une quinzaine de morts en 2 heures, c'est plié, quoi. Le gouvernement dit bon, ok, c'est bon, on se rend, il y a pas de problème. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 1940, le Danemark va devenir un protectorat allemand, où en gros l'Allemagne veut en faire une espèce de modèle de protectorat en disant regardez, ça se passe quand même vachement bien avec nos voisins. Alors dans les faits, certains diront oulala, le gouvernement est un peu complaisant avec les nazis. Bon, ouais, c'était un petit peu flou. N'empêche qu'il y a eu des résistances. Ils ont jamais vraiment voulu livrer les Juifs, par exemple au Danemark. Il y avait quand même des résistances. Parmi la population, les gens n'étaient pas tous favorables quand même à l'Allemagne, il y avait quand même des petites tensions. Il y a eu des coups de pression qui ont été mis par l'Allemagne au Danemark, par exemple en 1941 quand ils ont commencé à engager l'URSS militairement. Bon bah à partir de là, ils ont mis la pression au Danemark en leur disant bon bah vous devez rejoindre le pacte anticomintern, donc les anticommunistes, sinon ça va mal se passer, quoi. Et du coup bon ils ont dû signer, voilà, et rejoindre. Donc ils ont quand même subi des pressions. Néanmoins, il y a une bonne partie, ils voulaient pas, le Danemark, impliquer leurs forces armées dans les conflits. Ils voulaient rester neutres autant que possible pour se protéger. Mais bon, globalement, entre 40 et 43... il y a quand même des tensions, c'est pas super, mais ils sont aux côtés de l'Allemagne, sous protectorat, et à partir de 43, en fait, la population est de plus en plus hostile, et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à y avoir des grèves qui vont se déclencher, des actions de sabotage, bref, la résistance commence à s'opérer de plus en plus au Danemark. Et ça va poser des problèmes, et le roi, du coup, du Danemark, selon Hitler, ne se bouge pas assez pour régler ça. Et à partir de 43, du coup, Hitler dit bon, ça suffit là, ils foutent le bordel au Danemark, en plus ils écoutent pas vraiment, le roi fait rien, bon, moi je fais sauter le gouvernement. Et donc, il fait sauter le gouvernement danois en 43. Et là, donc, il met un type à la tête de l'État, c'est la loi martiale, et la résistance, du coup, va être beaucoup plus compliquée, ils vont être traqués, voilà, ça va être... là, on rentre dans de l'occupation pure et dure. Alors, globalement, durant la guerre, voilà, le Danemark va bénéficier parfois de conditions un peu plus favorables que d'autres pays, il s'en sort
peu mieux sur certains aspects, mais c'est pas rose, et donc il y a une résistance danoise qui se développe, et c'est ça qu'on va expérimenter dans Gerda A Flame in Winter, c'est-à-dire qu'on va expérimenter la résistance avec Gerda à la fin de la guerre en 1945, voilà, qui va résister. Je me suis pas trop spoilé honnêtement l'histoire, donc on va y aller, on va jouer un petit peu, on va découvrir ce jeu qui m'a l'air, ma foi, magnifique. Nouvelle partie, allez. Je me demande à quel point la ville a changé depuis la dernière fois. Ah, il y a Anders qui dit Gerda. Il l'appelle, et donc elle lui répond Anders. Choix de dialogue, donc voilà, c'est la spécificité des jeux Dontnod, hein. C'est des jeux qui sont narratifs avec, voilà, il faut interagir dans les dialogues, choisir les bons dialogues, ça nous fait progresser dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, et voilà, à la fin on a forcément des fins différentes, plusieurs fins qui existent. Donc, j'arrive pas à croire que tu sois enfin rentré. Comment s'est passé le voyage? 1, ça s'est bien passé. 2, horrible. Moi, alors, la SNCF, ça s'est bien passé. Il y avait pas mal de monde dans le train, j'ai dû rester debout toute une bonne partie du trajet. J'imagine que tout le monde se dépêche de rentrer à la maison pour Noël. Est-ce qu'une surprise te remonterait le moral? Mais bien sûr, une surprise ça me remonte toujours le moral. Un cadeau de Noël en avance. Devine dans quelle main elle est. Alors moi, je vais dire la gauche. Allez, allons-y. Je suis pas biaisé. Ah, voilà, c'était la gauche. On a Dieter qui arrive, c'est son papa. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour t'accueillir à l'arrivée du train. Il fallait que j'aide les passagers sur l'autre quai. Erklein, quel plaisir de vous voir, nous dit Anders. Bonjour Anders, le plaisir est partagé. Ah, donc en fait, voilà, Anders, c'est un Allemand. Et Gerda, elle est à la frontière entre les deux, quoi. Elle est danoise, elle est germano-danoise. Le degré de confiance que vous accorde une personne. Alors cette confiance influe sur ce que vous pouvez persuader cette personne de faire. Lors des conversations, le côté droit de l'écran indique l'évolution de la confiance des personnes auxquelles vous vous adressez. Ok, donc en fonction des choix, effectivement, qu'on va faire narratif, c'est à prendre en compte. Le père a le seum. La confiance peut croître ou décroître au sein d'une même conversation. Obtenir la confiance de quelqu'un se fait parfois au détriment de celle que vous accorde quelqu'un d'autre. Évidemment, ça c'est le cœur aussi des jeux narratifs, hein. On est toujours tiraillé entre plusieurs choix. Et il y a des fois, il n'y a pas de bon choix possible, il faut faire le moins mauvais. Ou voilà, c'est toujours compliqué. Papa a l'air contrarié. Oh bah tu vas t'en remettre papa. Allez, je te remonte le moral. Ah, il y a des systèmes de lancement de dés avec de la chance. Jet de chance. Le résultat de certains choix est incertain et dépend d'un jet de chance. La réussite à un jet de chance offre un résultat positif. L'échec à un jet de chance génère un résultat inattendu ou négatif, mais fait quand même progresser le récit. Voilà. Donc on apprend que Dieter, le père, est membre du parti. Que Klaus, son frère, l'a convaincu de les rejoindre. 2. Mais pourquoi? Il pense avoir une vraie chance de déplacer la frontière vers le nord. Maman, qu'est-ce qu'elle dit? Ta mère se fait encore à l'idée, mais elle changera d'avis. Anders n'est pas d'accord. Avec tout le respect que je vous dois, Erklein, comment pouvez-vous soutenir un parti qui cautionne les valeurs nazies? Dieter répond, ces valeurs ne sont pas la raison pour laquelle je les ai rejoints. Le parti nous offre une véritable chance de recouvrer nos terres. Anders, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes peut-être qu'à 10 km de la frontière allemande, mais aux dernières nouvelles, Tinglev se trouve... Oh, alors là, voilà, là, je soupçonne Dontnod aussi de m'avoir contacté, non pas parce qu'on a des très bons contacts entre nous, mais aussi parce qu'ils savent que j'écorche les prononciations. Donc, alors, le Sonder Gieland, voilà, on va dire ça. On va dire que ça se prononce comme ça. Et le Sonderjylland appartient au Danemark. Écoute-moi bien, jeune homme. T'es pas encore assez vieux pour connaître l'histoire de la région. Ouh là là, ça c'est l'appel à la sagesse. Les choses s'enveniment pour Gerda. Papa c'est du passé où Anders essaye de comprendre.
Bon, moi je vais le faire, je sens que je me mets des bâtons dans les roues, mais je vais aller en rébellion contre mon père là, hein, parce que voilà, papa c'est du passé. Relation, votre degré d'affinité avec une faction et ses membres, c'est-à-dire votre facilité à les comprendre et votre proximité avec leur état d'esprit. Lors des conversations, le côté droit à l'écran indique l'évolution de vos relations avec les différentes factions. La guerre est arrivée quelques mois plus tard, le 9 avril 1940, les forces allemandes sont entrées au Danemark. Bah, c'est bien, ils contextualisent, voilà. Super. Hein. Dans les villes comme la nôtre, qui étaient allemandes une génération plus tôt, l'occupant fut accueilli chaleureusement. Ce ne fut pas le cas à d'autres endroits. Février 1945. Et alors moi ce que j'aime bien pour le coup hein, dans ce genre de jeu, moi j'aime vraiment beaucoup les jeux narratifs du style This War of Mine aussi, où il va y avoir ce genre de conflit en fait que toi-même tu as face à l'écran, où tu vas devoir prendre des décisions qui sont pas faciles, qui sont pas forcément morales, et qui te permettent aussi d'expérimenter ce que c'est vraiment la non-binarité d'un conflit finalement, hein. Parce que à mon avis ça va être le sens de ce jeu. Ça va te montrer qu'il n'y a pas de bon choix quoi, et que t'essayes de faire au mieux, aussi humain que t'es, dans des situations comme ça, où là pour le coup c'est un jeu de guerre, sur la guerre, mais pas sur le front quoi, derrière. Voilà, c'est un jeu où ça pourrait être nous hein, finalement. Moi ça me plaît bien, parce que ça questionne vachement de choses sur et moi qu'est-ce que je ferais en fait. Je n'arriverais pas à me rendormir, je ferais mieux de me lever, d'aller voir ce petit déj. Du coup, allons voir Anders. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Où est mon journal ? Mon journal, je le prends. Pour ouvrir votre journal, cliquez sur l'icône située dans le coin supérieur gauche ou appuyez sur Tabulation. Ah, occupation du Danemark. Ah, ça c'est cool. On a des faits qui nous rappellent le truc. Donc on a un petit truc sur le NSDAP. Une large part de la minorité allemande rejoignit les rangs Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig, voilà, un parti nazi local fondé en 1935. S'il adoptait les valeurs du nazisme, ce parti avait un objectif bien précis: déplacer la frontière afin que la région du Sonderjylland redevienne allemande. Si l'adhésion à ce parti n'était pas obligatoire, une bonne part de la minorité allemande se sentit contrainte par sentiment personnel ou pression sociale de le rejoindre afin de soutenir sa communauté. Ouais, c'est cool. Du coup, on a des petites entrées si on veut savoir un petit peu plus. Et donc, voilà, j'imagine qu'on va débloquer encore un petit peu pas mal d'entrées pour se renseigner sur l'histoire du Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale. On a aussi les habitants qu'on a rencontrés et les indices, à mon avis, des quêtes. Ok, eh ben c'est parti, sortons. On va affronter le froid du Danemark. Alors, Anders est cerné par les poules. On voit qu'ils sont amoureux. Il faut que je finisse ici. Pourrais-tu leur dire que je serai là dans 1 minute? Donc, il faut que j'aille voir les gars. Il y a un gars qui me ressemblerait presque un peu là. Bonjour Gerda, dit Peter, c'est Torben qui nous emmène aujourd'hui. Ces fichus allemands ont suspendu mon permis. Encore cette histoire de pénurie de carburant, c'est ridicule. Pénurie de carburant, tiens, hop, on peut aller voir. L'essence avait été rationnée dès septembre 39. Et après l'invasion allemande d'avril 1940, il devint interdit d'utiliser des automobiles à des fins privées. Tiens. Malgré ces restrictions, le carburant commença à manquer dès 41 et la population dut chercher d'autres moyens de continuer à faire rouler ses véhicules. Il était difficile d'importer de l'essence et la guerre vit croître la production locale de tourbes. À vous de décider de votre ressenti au sujet. Faut faire des choix, d'accord. Quand la guerre est arrivée au Danemark, donc nous n'avons pas été chassés de nos maisons et les soldats ne nous ont pas menacés de leurs armes. Mais nous avons connu des pénuries, nos vies sont devenues plus ternes, nos plaisirs de plus en plus modestes, jusqu'à ce qu'une pincée de sucre devienne un produit de luxe. Mais au moins, nous avions toujours un gagne-pain et il nous restait les plaisirs simples de la vie, qui avaient même peut-être plus de saveur qu'auparavant. Voilà. Et donc faut que je choisisse là. Je n'ai pas réussi à m'intéresser ou à me préoccuper de la guerre qui sévissait ailleurs. J'ai préféré faire le gros dos en attendant qu'elle prenne fin. C'était la solution la plus sûre. Ou
les nazis étaient arrivés en se présentant sous un jour amical, mais il n'était pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que ce masque pouvait tomber d'un moment à l'autre, ou je savais que la guerre avait frappé plus durement ailleurs, mais cela demeurait difficile à apprécier depuis le confort d'un foyer. Oh, moi je dirais, il faudrait pas être un génie, hein. The Nazis had arrived under the guise of friendship. But it didn't take a genius J'ai to gagné see how un point fragile en that perspicacité. mask was. Bonjour Émilie. Salut à tous. Bon bah merci de nous rejoindre déjà, donc tu bosses chez Dontnod. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais de beau là-bas? Eh bien écoute, moi je suis dans le département publishing, donc je suis produceur, ce qui est un mot qui parlera peut-être pas à tout le monde. En gros, on accompagne différents projets qui sont en cours de création, donc différentes prods, et notamment la prod de Garda au Danemark avec Porte-à-Play. Et on les accompagne un petit peu à la fois pour leur donner des idées sur comment améliorer la qualité de leur jeu, comment tenir les piliers sur lesquels ils se sont engagés. Donc tu vois, Garda, c'est un jeu qui a une forte composante narrative, qui est dans un contexte historique qui est pas évident. Et donc du coup, on leur fait des reviews sur un petit peu tout, la qualité artistique, la qualité de l'écriture, est-ce que les scènes s'enchaînent correctement, tu vois, est-ce que le jeu a un bon rythme, et surtout est-ce qu'il trouvera son public une fois qu'il sera terminé, quoi. C'est assez complet. Mais du coup, parce que alors il y a une petite spécificité effectivement de ce jeu, c'est que d'habitude Dontnod développe ses propres jeux, ce qui du coup là n'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il y a eu une première prod qui a été réalisée à l'époque qui s'appelait Remember Me. Il y a peut-être des gens parmi le public qui connaissent. Et donc très tôt, Dontnod s'est forgé un ADN sur les jeux avec des thématiques importantes, des messages forts, des personnages hyper engageants. Et donc là-dessus, on a bâti un studio qui fait beaucoup de jeux de ce style, avec aussi parfois plus des jeux action RPG, avec un peu plus de mécanique aussi. Et puis cette expertise nous a poussé il y a à peu près 2 ans à vouloir faire de l'édition. Donc l'édition, c'est un métier un petit peu différent. Comme je te disais, on est là plus pour accompagner les projets à plus haut niveau. On n'est pas dans l'équipe créative directement. Et on les finance aussi pour qu'ils puissent aller au bout de la promesse qu'ils avaient en tête, réaliser le jeu qu'ils avaient envie, et puis nous on les aide pour tout ce qui va être distribution à la sortie. Ouais, donc vraiment le but c'est de conserver un ADN de jeu narratif, mais de vous appuyer aussi sur l'expertise d'autres studios qui font des trucs cool pour les mettre en avant, quoi. Ouais, exactement. Tu le disais tout à l'heure que ça te rappelait vraiment les jeux Dontnod quand tu as vu les premiers choix de dialogue arriver, quand tu as vu les conséquences de tes choix, etc. C'est vraiment un jeu qui rentre parfaitement dans le portfolio de ce que Dontnod est capable de faire à l'expertise, et tout en étant un regard frais et différent. Tu vois, nous, on n'a pas du tout la connaissance de l'histoire du Danemark, on vit pas là-bas. Là, l'équipe, ils avaient vraiment à cœur de représenter leur pays, leur histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont apporté, qu'on n'aurait pas su faire aussi bien nous-mêmes, quoi. Alors, on m'a parlé on m'a pas trop spoilé, mais on a juste dit il y a plusieurs fins. Tu sais combien il y a de fins ou pas? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Alors, j'ai le droit de le dire, mais je peux pas te donner un chiffre exact parce qu'il y a plusieurs fins très significatives. On pourrait parler d'une dizaine de fins où les choix sont vraiment extrêmement marqués et l'histoire prend vraiment des tournures très très différentes. Mais le jeu, il a des conséquences tout au long de l'histoire. Donc là, par exemple, certains choix que tu as faits, tu aurais déjà pu faire autrement et voir plein d'embranchements qui, là, t'ont été fermés. Comme tu disais, tu joues un gentil, tu pourras très bien rejouer plus tard et jouer quelqu'un d'un peu moins moralement parfait, et tu verras que le jeu a des scènes tout le long de l'aventure qui sont vraiment très, très différentes. Faut compter combien de temps pour finir le jeu? On va dire que quelqu'un qui prend un petit peu le temps de lire, tu vois, le journal, les entrées, qui fait un petit peu les interactions secondaires, va mettre à peu près 8 bonnes heures. Et après, comme il y a de la rejouabilité, si tu as envie de faire 3 runs différents et à chaque fois jouer une Garda différente, tu pourras y passer facilement 20-25 heures, je pense. Et alors, du coup, comment est-ce que vous avez choisi le projet? Parce que j'imagine que des jeux narratifs, il y a plusieurs studios peut-être qui peuvent en proposer. Pourquoi avoir sélectionné ce sujet en particulier qui se rapproche de l'histoire finalement? Écoute, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir à la fois un jeu qui aurait très bien pu être pourquoi pas proposé par une équipe en interne à Dontnod, mais dans un setting qui est quelque chose qu'on n'a pas encore exploré. Et on trouve ça intéressant d'avoir des regards frais sur
le genre du jeu narratif, c'est très vaste. Tu peux simplement avoir des jeux où tu cliques et puis ça te raconte une histoire et t'as pas vraiment de choix. Là, il y a aussi des mécaniques RPG Lite qu'on trouvait intéressantes. On a vraiment trouvé que l'équipe mettait du cœur dans son projet et avait envie de proposer quelque chose d'intéressant et qui avait du sens, tout en étant original sur le setting, parce que la Deuxième Guerre mondiale, tu as tendance à la voir dans d'autres pays que le Danemark au sein des jeux vidéo, c'est assez inédit, on trouvait ça chouette. Tu m'as dit, sur la petite réunion préparatoire qu'on a eue, que c'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est quoi l'histoire derrière tout ça ? Bah écoute, l'histoire, elle est super intéressante. Donc, c'est le game director qui s'appelle Hans, qui est à l'origine de l'idée de ce jeu. Et en fait, lui, ses grands-parents étaient dans la résistance danoise. Du coup, sa grand-mère, sa mère lui ont beaucoup raconté les histoires qu'elle vivait. Donc, on parle vraiment d'une inspiration. C'est-à-dire que Gerda, c'est pas l'histoire de la grand-mère de Hans, mais les histoires qu'elle a vécues, comment elle a interagi dans la résistance, comment elle a survécu tant bien que mal à la guerre et qu'est-ce qui est aussi arrivé à son mari, c'est des thématiques hyper fortes et qu'il a voulu reprendre et réexpliquer à sa manière dans le jeu Gerda. Mais si je te spoil vraiment ce qui est arrivé, t'auras peut-être un peu des infos sur la suite du jeu, donc je te laisse... J'ai envie de me faire spoiler, mais on va pas spoiler les gens non plus. C'est voilà. Mais ouais, c'est une histoire familiale du coup en fait. Ouais, exactement, une histoire familiale. Et puis après, le setting est intéressant aussi parce que, comme tu l'as vu depuis le début du jeu, ça se passe à la frontière avec l'Allemagne. Il y a une histoire forte. Tu vois, un coup cette région était allemande, la fois d'après elle était danoise, et puis c'est revenu à l'Allemagne. Et tout ça, c'est super intéressant de ce point de vue historique, et c'est pas forcément quelque chose que sa famille a vécu pour le coup, mais c'est quelque chose sur lequel il s'est beaucoup renseigné quand il a prototypé et eu l'idée du projet en tout cas. Et tu sais si sa grand-mère était justement à cheval entre le Danemark et l'Allemagne, ou ça si c'est une invention pour les besoins de narration ? Il me semble, je pense pas dire de bêtises, je crois qu'elle était entièrement danoise pour le coup. Il n'y avait pas cette histoire de double nationalité qui est vraiment quelque chose qu'il a voulu introduire dans Gerda, parce que c'est aussi une composante intéressante du jeu et du personnage en fait. T'as joué un petit peu au jeu du coup ? Je suis à 200 heures je pense sur Steam, donc j'y ai joué pas mal effectivement. Et ça t'a permis quand même, est-ce que avant de plonger dans le jeu, tu connaissais un peu le contexte du Danemark sous la Seconde Guerre mondiale ? Moi je t'avoue que non. Honnêtement moi non plus, ce serait mentir. Par contre c'était vraiment intéressant et c'est une autre manière d'avoir appréhendé la guerre. Enfin, c'est ce que tu disais au début, c'est aussi ce qu'on essaie d'expliquer dans le jeu. Tu vois, ce côté, on a tenu 4 heures et puis on s'est rendu parce que voilà, on se sentait pas capable de se battre. Le Danemark était un peu cette porte d'entrée vers la Norvège. Tout ça, c'était vachement passionnant à lire et à comprendre. Mais c'est vrai que le Danemark, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu demandes où c'est sur une carte, c'est pas hyper évident à situer non plus. Donc ça m'a vachement ouvert à leur histoire et à leur culture aussi un petit peu. Dans le chat, si vous avez des questions sur le jeu, que ce soit sur le développement, sur l'histoire, sur n'importe quoi, Émilie est là pour répondre. Youssef, je vois que tu as des questions, je vais essayer de te répondre. Donc Gerda, non, c'est pas le nom de la grand-mère de Hans, c'est un prénom fictif. Et d'ailleurs, il y a une anecdote rigolote là-dessus, c'est que Gerda, si tu le découpes, ça fait Ger comme German et Da comme Danish. C'est totalement un hasard, mais le fait qu'elle ait cette double nationalité et que son nom reflète un peu ça, totalement par hasard, on trouvait ça vachement marrant. Mais non, c'est pas le nom de sa grand-mère. Et le développement du jeu a pris 2 ans et demi environ. Et nous, Dontnod, on les a accompagnés pendant à peu près 1 an et demi. D'ailleurs, vous avez prévu d'accompagner d'autres studios après, par la suite ? Ouais, c'est prévu. Alors, on est avant tout, le département publishing, on est surtout là pour accompagner les productions de Dontnod en interne, qui sont des projets aussi plus ambitieux. Celui-ci reste une petite prod indé, dont on est très fiers. Je sais pas du tout pour dénigrer, mais en tout cas, voilà, chez Dontnod, il y a des projets très très sympas qui sont en cours, dont je ne peux rien dire si on va me taper sur les doigts. Et on a aussi des partenariats en discussion avec d'autres studios en externe. Ouais. D'un point de vue esthétique, tu saurais dire à quoi un peu ils se sont attachés, parce qu'il y a quand même une esthétique très particulière. On a l'impression, tu vois, que
enfin, on voit pas forcément les traits du visage et tout est très coloré comme un peu dans un rêve. Ils se sont inspirés de mouvements de peinture existants. Ouais, exactement. Tu as mis le doigt dessus. C'est bien de l'impressionnisme hein, qui est à la base de leur réflexion et de leur direction artistique. Au Danemark, il y a eu un grand mouvement de peintres au début du 19e pour représenter que ce soit la campagne, les paysages ou même les gens. Et si tu recherches certains tableaux de peintres assez connus là-bas, on en entend moins parler parce qu'on a aussi nos propres impressionnistes. Tu verras que Garda a des tableaux qui sont assez jolis et qui rappellent vraiment ce qui a été fait en peinture. Et alors, il y a combien de personnes qui travaillaient du coup dans le studio de développement ? Alors le studio, ils sont environ une quinzaine de personnes, donc tout département confondu. Hein, tu as ce qu'on appelle, on dit beaucoup les mots en anglais, mais des writers, donc les écrivains qui se sont penchés sur l'histoire. Ils étaient 3 personnes. Tu as après tout ce qui est animation, création des assets. Tout ce qui est direction artistique. Le compositeur de la musique, c'est quelqu'un qui a tout fait en interne. Donc, et après, tu as peut-être entendu, il y a eu 2 ou 3 moments dans le jeu où il y avait des musiques en danois. Donc ça, c'est des musiques dont on a acheté les droits, qui sont des musiques traditionnelles de là-bas du début du siècle dernier. Et sinon, voilà, toute la musique au piano a été faite par une personne toute seule, qui a fait un chouette travail, on trouve, d'habillage et de mise en ambiance. Et puis après, tu as la gestion de projet, le game design. Donc, c'est une équipe qui a fluctué entre 12 et 15 personnes. Et puis, il y a Dontnod pour l'accompagnement. J'étais pas toute seule, il y a toute une équipe avec moi. Donc, on a accompagné le projet. On était surtout 4. Et puis après, toute la partie de préparation de la sortie, c'est une personne qui est dédiée à ça chez nous. Et puis après, bien sûr, tout le département marketing, communication, qui est ce que ne fait pas le studio en fait. Eux, ils font la création du jeu, ils créent leurs produits. Et puis nous, après, on les accompagne pour le faire sortir, lui donner de la visibilité. Et c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui, du coup. Est-ce que vous avez le pouvoir, vous, du coup, en tant qu'éditeur, de leur dire là où franchement vous faites fausse route, je pense que ça le fait pas, peut-être que ça serait mieux de faire autre chose? Effectivement, c'est un petit peu notre rôle de leur montrer à la fois tous leurs points forts, parce que c'est avant tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ce jeu pour en faire quelque chose d'unique, de chouette à jouer, d'un petit peu différent de la concurrence. Donc on est là pour de l'accompagnement et évidemment dans les moments où il y a des choses qui nous semblent pas à la hauteur ou qui dévient un petit peu de leurs promesses, on est là pour leur montrer. On essaie de rien imposer créativement parlant. On est là pour leur proposer, leur suggérer des idées, des pistes, tout en leur disant, voilà, nous, on trouve que ce passage, par exemple, peut-être vous pourriez le réécrire, vous pourriez mieux le mettre en contexte. Enfin, tu vois, c'est vraiment donner des arguments pour leur montrer que le premier jet, il est ce qu'il est, il y a sans doute moyen de l'améliorer. Et c'est beaucoup un travail itératif, tu vois, on fait jamais tout bien du premier coup dans une prod, sinon ils auraient pas besoin de nous. Et puis après, on fait des playtests. Donc ça, c'est des joueurs qui ont un regard tout frais, tout neuf, qui connaissent rien au jeu, qui connaissent pas le studio, qui nous connaissent pas nous-mêmes, à qui on donne des bouts du jeu à faire tester. Et puis les retours qu'on reçoit nous aident à nous améliorer et à donner un jeu de bonne qualité à la fin. Alors, c'est le premier jeu un peu histo, du coup, que vous faites ? Je dirais quand même que Vampire, qui est un jeu qui a été édité il y a quelques années par Focus, donc que Dontnod a réalisé, c'était un jeu qui avait un background historique assez fort, puisque c'était à l'époque de Londres. J'ai plus la période exacte en tête, mais il me semble que c'était vers la fin de Première Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait eu un gros travail de recherche aussi sur comment c'était l'ambiance à cette époque, même s'il y a tout un côté fantastique, puisque ça s'appelle Vampire, donc il y a des personnages fictifs. Mais c'est le travail de recherche sur tous les jeux qu'on fait. Je pense que même un jeu qu'on pourrait faire sur du post-apo et tout, t'as toujours un fond historique, parce que les messages que tu veux faire passer, tu les inventes pas de nulle part, c'est forcément des choses qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. Mais voilà. En tout cas, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est le seul jeu Dontnod qui en parle.
du coup. Donc j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une histoire familiale. Maintenant, j'imagine que moi, tu vois, je sais à peu près où étaient mes grands-parents pendant la guerre, mais c'est pas pour autant que je connais bien le contexte. Est-ce que tu sais comment ils ont pu aller chercher des détails et se renseigner sur cette période et la mettre en scène à travers que ce soit dans l'histoire ou même dans l'aspect graphique? Tout ce qui est histoire, contexte historique, effectivement, il avait ses archives familiales, les discussions avec sa famille. Mais au-delà de ça, ils ont fait vraiment un gros boulot de recherche et de partenariat, si on veut, avec différents musées sur les mémoires de la guerre, le musée de la Résistance au Danemark. Ils sont allés sur place parce qu'en fait, Tinklef, qui est le village où se situe l'histoire de Gerda, c'est un véritable village à la frontière avec l'Allemagne. Et ils se sont rendus sur place, ils ont fait des photos, ils ont un petit peu discuté avec les anciens qu'ils ont pu croiser dans cette région pour un petit peu s'imprégner du contexte et rendre authentique l'expérience. Après, pour tout ce qui est artistique, je pense que là, c'est plus la directrice artistique et son équipe qui ont fait pas mal de travail de recherche sur cet effet un peu de brush qu'ils ont mis par-dessus leurs personnages et leurs assets en 3D. Donc ça a été pas mal d'itérations pour rendre le style joli, un petit peu poétique, un petit peu impressionniste du coup. Mais voilà, c'est des gens qui sortent d'école d'art, hein, donc je pense qu'ils ont beaucoup plus la culture que moi là-dessus. Ils t'en parleraient sans doute un peu mieux que moi. Est-ce que la traduction française est gérée par Dontnod ? Alors, effectivement, au publishing, tu t'occupes en fait des traductions. Donc c'est pas moi qui suis allée traduire le jeu en français, bien sûr, on a des prestats en fait à qui on donne le fichier Excel qui contient toutes les lignes du jeu et souvent en anglais. Donc on leur demande de faire les traductions et c'est un travail assez important qui nous a pris pas mal de temps parce que tu as 170 000 mots dans le jeu. Donc ça fait pas mal de boulot, c'est quelque chose qu'on démarre assez vite en production quand on commence à avoir des scènes qui sont écrites définitivement. On fait des allers-retours avec les traducteurs et avec l'équipe pour que ce soit intégré en jeu et qu'on puisse les tester. Ouais. On demande si c'est des petites anecdotes sur le développement. Alors, ce qui est délicat, c'est que moi, je suis pas au quotidien avec l'équipe, parce que comme ils sont au Danemark, moi, je travaille en France. Je pense que ce qui est plutôt marquant et ce qu'on aime bien faire avec l'équipe, c'est quand on voit des petits bugs, on s'amuse ou des petits bugs ou des petites scènes rigolotes qui rappellent autre chose. On s'amuse à les extraire, on en fait une petite vidéo à côté, puis on met une autre musique par-dessus. Et je sais pas si vous avez fait attention, ceux qui regardent le stream, au tout début du jeu, tu as une scène de train qui arrive sur un quai, qui nous a tous beaucoup rappelé le début d'FF7. Donc on avait pris ce truc-là qu'on avait mis sur le côté en lui mettant la musique de Final Fantasy, en faisant dire à Gerda ce que dit Cloud quand il débarque. Voilà, c'est ce genre de petits trucs, des petits bugs d'animation où on met des musiques au ralenti. Voilà. Est-ce que faire un jeu à choix narratif, ça ne demande pas un budget plus conséquent à cause de tous les changements ? C'est une question intéressante. Je te dirais qu'en fait, le budget dépend de tellement de paramètres que c'est dur de se dire si on avait fait une histoire linéaire, elle aurait coûté moins cher. Ce qui coûte cher aussi en prod, c'est le nombre de personnes qui sont dédiées à ton projet. Du moment où tu fais un jeu réaliste en termes de visuel, tu as des armées d'animateurs, de chara-designers. Donc ça, évidemment, ça coûte cher parce que c'est beaucoup plus de travail dédié à chaque mouvement, à chaque caméra, etc. Ce qui est compliqué pour la prod, c'est pas tant le coût que ça représente, c'est que c'est beaucoup de tests, ce qu'on appelle le QA entre nous, parce que tu dois t'assurer que chacun des choix répond à ce qui s'est passé avant. Tu peux avoir très bien un bug où, je sais pas, Gerda, elle va récupérer un bout de chocolat dans une scène, et la scène d'après, quelqu'un lui demande à manger, et elle va dire tiens, voilà mon bout de viande. Et sauf que c'est pas ce que tu as récupéré dans la scène d'avant. Donc, il faut que ce soit cohérent, et ça prend du temps. Effectivement, ça représente un budget, mais toute prod a ses défis et ses budgets à gérer. Ouais. Waouh, j'ai un truc... J'ai un choix cornélien là. Est-ce que je dénonce le type qui vend des marchandises illicites ou pas ? Émilie, tiens, choisis. Attends, parce que tu joues un gentil depuis le début, je peux pas arriver et Alors, te dire allez, essaye d'être plus... ouais, Ah, écoute. est-ce que tu
voilà, la question, je pense que c'est ce que te demande Garda quand tu joues à ce jeu, c'est qui tu aurais été toi, si ça avait été toi sous l'occupation. Comment tu l'aurais vécu, quel choix t'aurais fait donc, Non, mais je vais pas le dénoncer. Par contre, peut-être que je peux aller faire chanter l'autre parce que, haha, je fais vas-y, viens ici ou. Non, je peux pas. Je peux pas le, je peux pas lui dire attention, file-moi ou. Par contre, je peux sacrifier les antalgiques. Donc, je peux vraiment piquer dans la caisse de la clinique pour offrir des crayons à mon amoureux. Ce qui serait pas très gentil, en vrai. Je pense qu'il peut comprendre que c'est pas ouf. Alors, je vois des questions, si tu veux, je peux les prendre. Donc, au niveau de la trad, comment on fait pour travailler pour nous? Il faut que tu rejoignes une boîte de prestations en fait qui fait de la traduction. C'est beaucoup des freelances. Du coup, si jamais tu as fait une école où tu as des super compétences en trad, il faut que tu te renseignes auprès d'organismes qui font ça à très haut niveau. Il y a plein de grosses boîtes de trad qui brassent des dizaines de projets en parallèle. Donc voilà, ce ne sera pas directement ton pote qu'il faut contacter en tout cas. Et le drapeau allemand, alors effectivement, la question nous a été posée plusieurs fois. On ne voulait pas nécessairement représenter une réalité politique d'une époque quand on montrait le drapeau sur les personnages. Quand quelqu'un parle, on voulait plutôt représenter sa nationalité. C'est aussi un drapeau qui est beaucoup plus connu. Tu vois, tous les joueurs ne sont pas forcément férus d'histoire et ne maîtrisent pas forcément le sujet. Le drapeau allemand, aujourd'hui, voilà, tout le monde sait le représenter. Et après, parfois, on a mis... Il y a des scènes où on se rend... Je ne sais pas à quel point je peux spoiler ou pas, mais il y a des passages dans le jeu où on voit le drapeau de l'époque, voilà, mais qui sont plus des décors dans certaines scènes. Oui, donc en fait, comme dans... Mais c'est pas nouveau dans beaucoup de jeux historiques, contexte historique, on est obligé parfois de travestir la réalité pour faire référence à des trucs qu'on connaît un peu mieux, pour que le discours s'intègre mieux et que le joueur s'y retrouve, parce qu'un un univers qui lui semble plus proche, il est plus facilement acceptable. Hein. On en avait parlé déjà dans des jeux sur la Révolution, par exemple. Ah, un officier allemand, la rue est fermée, d'accord. Une patte patrouille doit passer par là. Tout à l'heure, tu vois, je te posais la question sur la map de savoir les deux tableaux, si je pouvais revenir en arrière, parce que j'avais pas pu voir l'autre. Et du coup, je me dis, est-ce que je vais pouvoir y aller après, ou est-ce que tu as des tableaux, entre guillemets, qui vont être pas accessibles parce que tu as fait certains choix? Bah, c'est ça, tu auras des tableaux où tu pourras pas faire les deux. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, comme je te disais, le jeu fait à peu près 8 heures, ce qui peut être un peu long, hein, des fois, pour certains joueurs. Une fois que tu as terminé l'histoire une première fois, pour éviter aux joueurs de repartir de zéro, refaire les premières scènes obligatoires et tout, on a mis un petit système en place de relancer une save à des moments un peu clés. Et ça t'éviterait, si tu voulais par exemple rejouer la scène que tu n'as pas pu voir, de devoir tout faire pour revenir à ce moment-là. Mais ça, il faut finir d'abord l'histoire une première fois. Mais sinon, effectivement, tu as des tableaux que tu verras pas. Il y a des scènes secondaires qui te seront proposées à certains moments. Tu n'auras pas toujours les mêmes, même si tu joues par exemple avec ta compagne, avec des amis que vous en parlez, vous n'aurez pas forcément toujours les mêmes scènes. Et on a vraiment envie que le jeu soit rejouable et redécouvrable en fait. Pas seulement dire à la fin il y a un dialogue de différence, donc retapez-vous l'aventure si vous voulez le voir, c'est plus profond que ça. Je vais refourguer mon pâté de foie, incroyable, je pensais pas que je réussirais. Voilà, j'ai chopé un savon. Par contre, le gars il voulait aussi du café, et ça, le café, je l'ai refilé, donc ça va être compliqué. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Donc effectivement, en plus, si tu prends... alors j'imagine que tu peux speedrun le jeu ou prendre ton temps, quoi. Il y a ça aussi. Ouais, si tu speedrun, je pense que tu vas faire n'importe quoi comme choix et que tu n'auras pas une fin très positive, on va dire. Mais effectivement, c'est un jeu, je trouve, qu'il faut prendre le temps de le découvrir, de peser les conséquences de ce qu'on fait et des choix et des scènes qu'on veut vivre. Parce que effectivement le début pour la mise en situation on n'est pas tout de suite rentré dans le dur et dans le tragique, mais tu verras que le jeu devient plus lourd, plus difficile. T'as vraiment ce côté Garda, elle va devoir faire des choix qui sont plus importants que qui porte sa valise par exemple, comme au début.
Combien de temps de prod? Donc je disais, ça a été à peu près 2 ans et demi. Donc avant que Dontnod et Portaplay s'associent, il y a eu à peu près 1 an de travail en amont, ce qui leur a permis de faire une démo, un prototype et de nous proposer leur jeu, pas seulement sur une description papier. En tout cas, il y avait de la matière à tester, à jouer. Il y avait déjà des conséquences à nos choix dans ce petit proto qui prenait à peu près 1 heure. Et notre collab a duré 1 an et demi jusqu'à aujourd'hui. Et même là encore, en suivi post-launch. Et alors, tu sais combien il y a de lieux à visiter ou pas, de tableaux? Parce que là, j'ai l'impression qu'on passe entre un quart d'heure et une demi-heure par tableau. Alors, en nombre de scènes, t'en as à peu près une 40aine. Mais comme je te disais, comme on les fait pas toutes en un seul run, je pense que t'en visites à peu près 30 sur un run complet. Le jeu va-t-il sortir sur d'autres plateformes? Pour l'instant, c'est PC Switch. Et s'il y a plus de news à avoir dans le futur, faudra un petit peu nous suivre sur nos réseaux, sur notre site. Et alors, pour ceux que ça intéresse, pour l'immersion, Garda, elle est doublée, pas dans tous les dialogues, mais sur le journal, là, par exemple. Si vous voulez, vous pouvez avoir la voix en danois. On a une question qui nous dit « Et sinon, c'est une bonne situation, ça, c'est d'être dans le rôle du publishing ?» Oui, alors je vais pas faire un monologue à la Edouard Baird, mais oui, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup mon job. Ce qui est cool, c'est que tu accompagnes des projets très différents, des équipes qui aussi viennent d'un petit peu partout. J'ai déjà accompagné des projets en Australie, là au Danemark, aux États-Unis. Tu fais un petit peu le lien entre une équipe créative qui fait son jeu dans son coin et la possibilité pour elle de rencontrer un public, d'avoir de la visibilité et de créer un chouette jeu qui sera remarqué, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup ce que je fais et j'espère le faire encore un petit moment à Dontnod. D'ailleurs, pour les parce que c'est vrai que bon, on cause quand même de temps en temps jeux vidéo ici. D'ailleurs, j'ai déjà reçu des étudiants ou des gens qui bossaient dans le jeu vidéo. Et moi, il y a une question que j'aime bien poser à eux comme à des historiens. D'ailleurs, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là, toi? Justement, peut-être que ça peut intéresser des gens qui aimeraient bosser là-dedans. Ouais, alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je recommande pas forcément de de passer par là, mais pourquoi pas. Moi, j'ai commencé dans le jeu vidéo il y a déjà 12 ans. J'étais testeuse. Donc justement, je jouais du matin au soir au jeu. Je travaillais chez Ankama à l'époque. Donc j'ai testé Dofus et Wakfu dans tous les sens pour qu'il y ait le moins de bugs possible pour les joueurs quand ça sortait en ligne. Et puis après ça, je suis un petit peu sortie du milieu pour faire de la gestion de projet dans l'informatique, mais plus dans le jeu vidéo. Et puis ça m'a manqué au bout de 2 ans et demi. Donc j'ai tenté ma chance chez un publisher. Je connaissais vraiment pas ce métier. Moi, j'étais avant tout joueuse et passionnée par ce domaine, mais j'ai pas forcément fait d'études pour ça. Et puis j'ai eu ma chance chez un premier publisher, et c'est là que j'ai appris un petit peu les ficelles, qu'est-ce que ça représentait de s'occuper des prods, de préparer la traduction, de préparer les ratings, la sortie du jeu, tout ça. Et voilà où j'en suis. Je suis à Dontnod depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est beaucoup de responsabilités du coup. Ouais, pas mal. Alors c'est une responsabilité partagée. L'idée, c'est vraiment de faire une collaboration avec l'équipe. Faut créer du relationnel. Faut que l'équipe te fasse confiance quand tu lui fais des retours, quand tu lui demandes des livraisons à des dates précises, qu'ils comprennent que c'est pas pour les embêter et leur mettre la pression. C'est que c'est vraiment dans l'intérêt du projet et dans l'intérêt de sa bonne réussite à la sortie. Donc c'est des responsabilités, mais c'est passionnant. Tu fais jamais 2 fois la même chose, et c'est chouette. Moi, j'adore travailler avec des créatifs tout en leur laissant vraiment leur liberté, parce que c'est là où moi je suis ni tech, ni design, ni artiste. J'ai plus un regard un petit peu extérieur, comme pourrait l'être presque des testeurs chez un journaliste, par exemple. Tu vois, c'est une autre manière d'appréhender le jeu et de le faire avancer, en fait. Et alors, du coup, vu que tu as quand même suivi le projet et que tu as près de 200 heures, ce qui est pas rien sur le jeu, comment tu me le vendrais là si j'y avais pas joué? Je te dirais que Garda, c'est un jeu qui est unique dans ce que proposent les jeux narratifs, déjà parce qu'il y a un setting qui est très original, une direction artistique qui est incroyable. Il y a des tableaux impressionnistes magnifiques, avec beaucoup de conséquences sur ce qu'on fait, et qui te fait vraiment poser la question: jusqu'où toi tu irais si tu vivais cette situation? T'es sous occupation du jour au lendemain, t'as rien demandé,
tout ce que tu veux, c'est vivre ta vie, qu'on te foute la paix. Et puis d'un coup, t'es plus chez toi, tu reconnais plus les gens avec qui tu vis ton quotidien. Comment tu ferais pour t'en sortir, aider ceux que t'aimes, tout en étant quelqu'un qui reste bien, qui reste quelqu'un de bon? Moi, c'est la question que m'a fait poser le jeu la première fois que j'y ai joué. Et j'espère que les joueurs ressentent ça aussi. Ouais. C'est le genre de jeu qui me donne envie de m'isoler à la campagne, d'avoir un potager, d'être en mode survivaliste, et comme ça personne ne me fait chier, j'ai pas de choix à faire. Tu pourrais être entouré par les poules, toi aussi, Commander. Bon écoute, en tout cas, je te remercie. Merci aussi à toute l'équipe de Dontnod. Pour cette collaboration et pour les autres qu'on a fait avant, parce que c'est quand même cool de pouvoir mettre en avant ce type de jeu qui nous permet non seulement de jouer, de passer un bon moment, mais de prendre un petit peu de recul sur tous ces événements, parce que mine de rien, pour moi l'apprentissage de l'histoire se fait pas que par l'apprentissage des faits, mais aussi par la compréhension de contextes, et de contextes sociaux, de contextes intérieurs aussi relatifs aux individus, dans quelle société ils évoluent à un moment, à un instant T, de comment ils vont pouvoir se comporter. Et je pense que le fait d'un peu mieux comprendre le comportement, en tout cas d'avoir de l'empathie envers ces joueurs, d'être placé dans des dilemmes moraux, ça peut participer un petit peu mieux à la compréhension de certains contextes historiques difficiles. Voilà, je pense. Donc merci à toi, Émilie, de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Merci Ben, et merci à ta communauté. Super intéressant. C'était très chouette.